Bonsoir à toutes et à tous. De la création du Sénat à la révision de la Constitution, c'est cette réalité politique que vivent les Béninois depuis le vendredi 14 novembre 2025. Une journée parlementaire dans une prolongation légale. La loi est adoptée par 90 voix pour et 19 contre. Des spéculations diverses ont accompagné ce vote. Questions actuelles de ce jour reçoit l'un des deux initiateurs de la loi. Dans ce studio, nous recevons l'honorable Natonde Ake. L'honorable Ake Natonde est le président du groupe parlementaire Union Progressiste Le Renouveau. Honorable Ake Natonde, merci de vous rendre disponible pour cette émission Questions actuelles. D'entrée de jeu, eh bien, nous allons vous demander pourquoi vous avez pris l'initiative de cette loi de la création du Sénat. Eh bien, vous savez bien que notre constitution a été adoptée il y a 35 ans. Et notre constitution qui a été adoptée par référendum il y a 35 ans n'a été modifiée la première fois qu'en 2019 avec des innovations majeures, dont la création de l'année électorale, dont la création d'un poste de vice-président, dont la création de la Cour des comptes qui manquait dans notre pays et bien d'autres choses. Mais il restait une réflexion qui était en suspens, c'était de doter notre pays d'un organe institutionnel qui contribue à l'apaisement de la vie politique, qui contribue à la stabilité, qui contribue à la recherche du consensus tout court pour que nous puissions travailler sereinement dans ce pays et aller vers le développement économique tant souhaité. Après réflexion, après analyse, nous avons estimé qu'il fallait formaliser un cadre qui existait déjà de manière informelle. Et ce cadre devrait regrouper les sages de la République. Et c'est ce cadre que nous avons baptisé le Sénat. Le Sénat regroupera les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents des cours constitutionnels, mais également quelques hauts gradés qui ont dirigé les différentes composantes de notre armée, vu les défis sécuritaires qui se posent à nous aujourd'hui et à toute la sous-région d'ailleurs, et quelques membres désignés au cas où le nombre n'atteindrait pas 25. Voilà donc un peu les réflexions qui nous ont amenés à ce niveau-là. Une manière de valoriser l'ancienne code, c'est ça justement. Absolument. Et en profiter, comme on le dit. Je vous disais tout à l'heure que le cadre existe. Vous savez, quand il y a des problèmes dans le pays, lorsqu'il y a des échauffourées, on appelle souvent les anciens à la rescousse. On les appelle souvent à la rescousse et ils viennent pour apaiser la situation. Il parle avec les différents acteurs, le président de la République en exercice, les membres de l'Assemblée nationale, les syndicats et tous les autres pour trouver des terrains d'entente. On a vu l'œuvre du feu cardinal Bernardin Gantin. Exactement, qui a joué ce rôle de médiateur. Et donc nous avons estimé qu'il faille que nous formalisions un tel cadre où se retrouvent ces anciennes figures, ces anciens qui constituent encore pour nous des bibliothèques vivantes de la gouvernance du pays. Et donc, la création de ce Sénat répond à cet impératif. D'aucuns estiment que c'est bien sûr pour satisfaire un homme en la personne du chef de l'État qui s'en va. Vous pensez que le président Patrice Talon a besoin encore d'un poste? Je ne pense pas. Mais si le président Patrice Talon et les autres anciens présidents tels que le président Yahi Boni Yahi et Nicéphore Dieudonné Soglo peuvent servir encore à quelque chose pour leur pays, pourquoi ne pas en profiter pendant qu'ils sont encore avec nous? Et donc ils ne seront pas les seuls, vous l'aviez dit, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Oui. Il y en a qui sont encore là, oui, qui sont là, les Théodore Olo, Robert Dossou, Elisabeth Poyon et bien d'autres. Bon, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, Ongwedi Adrien, Bruno Amouzou, Idikola Olé, Nakou Mathurin. Ouais, on a décompté déjà avec les 5 membres qu'on va désigner parmi les anciens chefs d'état-major, il y aura déjà environ 17 personnes. Et donc, il manquera 8 à compléter par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale, à raison de 4-4. Et ce si serait si le nombre était impair, c'est le président de la République qui va désigner un de plus. Et bien, ce serait pour quelle durée?
les membres désignés sont désignés pour 5 ans au terme de la loi que nous avons votée, mais les membres de droit sont dedans jusqu'à l'âge de 85 ans. Après l'âge de 85 ans, on peut quitter le Sénat et prendre une retraite paisible. Mais pour ce qui concerne la première mandature du Sénat, il ne sera pas tenu compte de l'âge avant les 5 premières années. Et pourquoi cela? Oui, c'est pour permettre que toutes les bibliothèques vivantes dont je viens de parler puissent figurer dans ce Sénat. Un président comme le président Soglo Nicéphore a déjà plus de 90 ans, mais il a encore toute sa lucidité. Si nous maintenons la limite de 85 ans, il ne pourra pas figurer dans le Sénat. Et on va perdre les avantages de ces réflexions. Voilà, de ces réflexions. Et c'est pour ça que nous avons dit, pour la première mandature du Sénat, la limite d'âge, on ne va pas en tenir compte avant 5 ans. Donc ça veut dire que le président Soglo peut encore rester dans le Sénat pendant 5 ans si Dieu lui prête vie. Les autres présidents de cour constitutionnelle qui ont déjà plus de 80 ans aussi resteront dedans 5 ans avant qu'on ne voit s'ils ont atteint l'âge de 85 ans. Eh bien, c'est bien sûr ce qui est prévu. Et dites-nous ce que le Sénat peut apporter à notre développement sur le plan démocratique. Vous savez, le Sénat que nous avons institué à travers cette révision va apporter beaucoup à notre pays, le Bénin. Beaucoup, parce que quel est le constat? Au lendemain des élections présidentielles, chez nous, il y a toujours une compétition qui est immédiatement ouverte, qui est une compétition qui reste dans la continuité de la compétition qui a conduit à l'élection du président de la République. Souvent, les partis perdants ou le parti perdant ou le principal candidat ouvre une nouvelle compétition pour pouvoir gagner les élections à la fin du mandat, c'est-à-dire après les 5 ans. Et cet état de choses n'arrange pas le développement parce que cela occupe inutilement et tous ceux qui doivent travailler pour le développement du pays, y compris le président de la République qui, dans un instinct de conservation et de préservation de ses acquis, se lance aussi en contre-attaque à répondre et à faire en sorte que son mandat, son pouvoir ne soit pas perdu au bout de 5 ans. Et donc on reste en perpétuelle campagne alors que les lois ne permettent pas ça. Les lois disent que la campagne ne doit s'ouvrir qu'à partir d'un certain temps avant les élections. Même l'après-campagne ne devrait pas durer 5 ans, ne devrait pas durer toute la durée du mandat. Mais c'est ce qui est le cas dans notre pays. Le Sénat sera désormais chargé de veiller à l'application de cette période que nous avons appelée la trêve, qui va courir du moment où le nouveau président est élu jusqu'à 1 an de la fin de son mandat avant que la compétition électorale ne s'ouvre à nouveau. Cela ne veut pas dire qu'on bâillonne la classe politique pendant cette période. Pendant cette période, le débat démocratique va se poursuivre. Les débats d'idées vont se poursuivre. Mais les débats vont se poursuivre avec des propositions alternatives et des propositions de solutions qui permettent d'améliorer la gouvernance du pays, qui permettent de pousser le pays plus loin sur la bonne voie et non des compétitions inutiles où on élit un président et quelques jours après on commence par faire des marches pour mettre sur des papiers dégage. Voilà. Alors vous dites bien que c'est 1 an avant bien sûr de nouvelles élections que la trêve politique pourrait prendre une suspension. Cela veut dire que pendant des années, puisque désormais c'est 7 ans, pendant 6 ans, il n'y aura pas l'animation de la vie politique. Si, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura l'animation de la vie publique, il y aura les débats. Les critiques existeront. Il y aura les critiques existeront, il y aura des propositions alternatives, mais il n'y aura pas de compétition électorale. Il n'y aura pas de campagne précoce pendant cette période. Et le Sénat est chargé de juger ce qui est campagne précoce et ce qui n'est pas campagne précoce. L'expérience du Bénin par rapport au Sénat, est-ce que ça tire sa source d'autres pays, par exemple? Eh bien, vous savez, dans beaucoup de pays, les sénateurs sont élus. Dans d'autres, il y a un mélange de sénateurs élus et de sénateurs désignés, c'est-à-dire de membres de droit ou de sénateurs désignés. Nous avons fait le choix, pour ce qui concerne le Bénin, de cibler les personnes les plus à même de jouer ce rôle. Parce que quand on parle d'élection, n'importe qui peut être élu. Et donc le rôle que nous voulons assigner à ce Sénat peut être faussé si nous ne passons pas des élections où n'importe qui est élu et vient là.
Vous comprenez, parce que l'élection, c'est sur la base de je mets le bulletin dans le vote. Et nous savons bien comment ça se passe. Le peuple ne peut pas, à lui tout seul, juger qu'il faut envoyer des personnes qui ont les qualités requises pour pouvoir animer ce Sénat. C'est pour ça que nous avons fait l'option que ce soit des membres de droit dont on connaît déjà la qualité et des membres désignés qui seront désignés suivant des critères bien précis par le président de la République et le président de l'Assemblée nationale pour animer ce Sénat. Et donc, le Sénat version béninoise est un Sénat bien pensé et dans quelques années, vous allez voir, les gens viendront nous copier ici. Autrement dit, nous voulons faire la démocratie à la béninoise. En tenant compte de nos réalités ou bien quoi? On tient compte de nos réalités, mais nous améliorons ce que nous voyons ailleurs. On n'a pas fait en réalité, on n'a pas inventé la roue, mais nous améliorons ce qui a été expérimenté ailleurs et nous regardons les limites de ce qui est fait ailleurs pour proposer quelque chose qui va mieux fonctionner chez nous. Des citoyens trouvent que le peuple est oublié dans cette option de création du Sénat. Et le peuple n'a pas été consulté. Le peuple n'est pas du tout oublié parce que le peuple exerce sa souveraineté à travers ses représentants élus que constituent les députés à l'Assemblée nationale. Donc lorsque l'Assemblée nationale, dans une majorité qualifiée, prend une décision, cette décision émane du peuple. Autrement dit, vous ne vous êtes pas levé du jour au lendemain pour l'article aller... 4 de la Constitution qui le consacre. Vous ne vous êtes pas levé du jour au lendemain pour prendre cette décision. Certainement, vous avez cherché à partager l'information avec certains leaders de... Beaucoup, énormément. On a travaillé longtemps. Depuis 2019, on réfléchissait à la question. On a voulu le faire en 2019 à l'occasion de la révision, mais on n'avait pas encore la bonne formule. Et c'est quand on a eu la bonne formule qu'on a décidé en ce moment-là maintenant de faire de l'âge, en tout cas des consultations, il y en a eu à notre sein. Et puis après, le dépôt de la proposition, si vous voyez bien la proposition et la loi qui en est sortie, c'est pas exactement la même chose. Il y a eu beaucoup d'améliorations et des amendements des députés. Et ces amendements tirent leur source du débat qu'il y a eu aussi dans la population. Parce qu'une fois le projet, la proposition déposée, il y a eu des émissions sur les radios, les télévisions, on a écouté aussi les grognes ou les contributions citoyennes et sociales. On a pris tout ça en compte. Si vous regardez bien, dans la proposition initiale, c'était les chefs d'état-major en exercice qui devraient figurer dans le Sénat. Mais on a vu que l'avis général de nos compatriotes, ce n'est pas ça. Pour eux, les chefs d'état-major sont des militaires qui sont encore en exercice et il ne faudrait pas les mêler à la vie politique. Il faut qu'ils gardent leur neutralité. Et donc nous avons tenu compte de ça. Et comme on a besoin de personnes d'expertise dans le domaine de la sécurité et de la défense pour être dans ce Sénat, on a fait appel en ce moment en regardant les propositions des uns et des autres, aussi bien des intellectuels qui sont sur les radios, des populations à la base, tout le monde. On a préféré jeter notre dévolu sur les anciens hauts gradés de l'armée qui ont dirigé déjà ces composantes de l'armée. Qu'est-ce qui explique le choix de cette période, la fin de la mandature parlementaire? Oui, c'est parce que c'est la meilleure période pour le faire. Qu'est-ce qui fait de cette période la meilleure? Je vous explique. Vous savez, chaque fois qu'on parle de révision de la Constitution, tout le monde soupçonne le président de la République en exercice de vouloir se maintenir au pouvoir, de vouloir faire une révision pour en profiter et décréter que c'est une nouvelle république pour s'attribuer un troisième mandat, se permettre d'aller encore à une élection. Ça s'est passé dans certains pays. Mais nous on sait que le chef de notre majorité présidentielle, le président Patrice Talon, lui, n'est pas dans cette dynamique du tout. Mais le Béninois lambda ne sait pas. C'est pour ça que nous avons choisi la période où on a déjà engagé le processus électoral, où le président Patrice Talon, personne ne peut plus lui prêter cette intention de vouloir un troisième mandat, puisque bientôt son successeur sera connu à travers les unis. Il ne reste que quelques mois pour les élections. Et on connaît déjà les candidats. Et connaissant les candidats, il est impossible qu'après cette révision, on arrête le processus électoral pour dire qu'on va refaire de Patrice Talon un candidat pour un troisième mandat. Au moins, cet écueil est évacué. Deuxième chose, le nouveau président n'étant pas encore élu, n'étant pas encore connu, il ne peut pas se baser sur cette révision pour dire que son mandat en cours là, ne compte pas.
et qu'il faudrait qu'on considère que c'est une nouvelle république. Et même si le président futur dit que c'est une nouvelle république, c'est une nouvelle république dans laquelle il aura été élu. Donc, il a 2 mandats à faire, pas un 3e. Vous comprenez, c'est ça qui fait de la période que nous traversons là, la meilleure période pour faire une révision à tête reposée sans qu'il y ait des soupçons contre les dirigeants dans le pays. D'autres pensent que c'est parce que la majorité de blocage, j'allais dire la minorité de blocage a été anéantie que la balle est lancée. Non, pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, la minorité n'a pas été anéantie officiellement, hein, jamais. Puisque nous sommes 81 députés de la majorité présidentielle. Et les députés de l'opposition étaient au nombre de 28. C'est vrai qu'il y a eu 6 démissions qui sont devenues des non-inscrits à l'Assemblée nationale. Mais même quand on complète ces 6, à nous 81, nous sommes encore à 87. Or, il faut 88 pour opérer la révision. Donc, on n'a pas levé la minorité, on n'a pas pu avoir la majorité des 4/5 qu'il faut. Mais, au cours du vote, comme le vote est secret et chacun vote en son âme et conscience, certains collègues de l'opposition ont estimé qu'il fallait accompagner ce projet qui est un très bon projet. Et on s'est retrouvé à 90 votants. Ça veut dire qu'au moins 3 personnes, je dis bien au moins, parce qu'il se pourrait que certains de nos collègues n'aient pas voté pour. Certains des collègues de la majorité auraient aussi pu voter contre, être parmi les 19. Parce que le vote est secret. Le vote est secret. Et donc, on ne sait pas qui a voté. On ne sait pas qui a voté quoi. La seule certitude, c'est qu'au moins 3 parmi ceux de l'opposition ont donné leur quitus à ce projet. Alors, mais est-ce qu'il peut arriver que ceux qui sont prévus pour être membres du Sénat, certains refusent d'aller s'asseoir? C'est le droit de tout citoyen d'accepter une fonction ou de refuser. Un citoyen à qui on veut confier, le pays veut confier un travail, n'est pas obligé d'accepter. Mais je pense que les citoyens dont il est question ne sont pas des citoyens ordinaires. Les gens qui ont dirigé ce pays, qui ont dirigé ces grandes institutions, sont des gens qui, s'ils n'ont pas un problème particulier de santé, ils accepteront d'accomplir la mission que le pays leur confie, à moins que l'on soit dans d'autres calculs de politique politicienne. On aura toujours besoin d'eux. On aura toujours besoin d'eux. Alors, bien, puisque vous nous en parliez tout à l'heure, quelles sont les conditions du vote? Eh bien, les démocrates parlent de tripatouillage, ou je dirais certains membres du parti, les démocrates parlent de tripatouillage. Certains membres du parti, parce que je n'ai pas revu, j'ai vu des vidéos circuler effectivement, mais je n'ai pas vu tous les membres des démocrates. J'ai vu quelques-uns qui disent ça, et tout le monde n'a pas dit. Puisque parmi eux, certains ont voté. Donc, je ne pense pas, à moins que ce soit le voleur qui crie au voleur. Peut-être des gens parlent pour qu'on ne devine pas que c'est eux qui ont voté. C'est possible aussi tout ça, parce qu'on est en politique et chacun veut protéger sa tête. Puisqu'il y a quelquefois des menaces graves qui pèsent sur l'homme politique. Des menaces très 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 graves que vous ne pouvez pas imaginer. L'homme politique quelquefois n'est pas aussi bien en sécurité que le citoyen lambda qui n'a pas de garde-corps. Et ces menaces-là, ça peut provenir de personnes éminentes des fois. Et donc, pour se protéger, on peut même aller devant les caméras pour condamner le vote, alors qu'on sait en soi qu'on a voté pour. Voilà. Alors, replongez-nous concrètement dans cette journée du vote. Comment ça s'est passé? Parce que on a entendu parler de report, de coupure de courant. Voilà, il n'y a pas eu de report. La journée du vendredi 14 était comme une journée normale de toute plénière. Il nous arrive des fois où on nous convoque à 10 heures, mais que la séance plénière ne démarre que à 22 heures même, ou que ça démarre très tardivement à 18 heures, ou plus, je veux dire quoi. Ce n'est pas la première fois que ça c'est pas du tout la première, c'est pas rare, c'est pas du tout rare, ça arrive. Et ce vendredi, effectivement, la plénière n'a commencé qu'après 18 heures ou disons 19 heures, je ne me souviens plus exactement de l'heure. Mais il faisait déjà nuit. Bon, on était en fin de journée quand la séance a commencé. Mais déjà, ces derniers temps, il y a assez de coupures de courant. Mais nous avons un générateur électrique, c'est-à-dire un groupe électrique qui prend aussitôt le relais quand le courant est coupé. Moi, je suis allé très tôt à l'Assemblée et j'attendais dans mon bureau que le président de l'Assemblée fasse sonner les 3 coups pour aller à l'hémicycle. Et déjà pendant que j'étais dans mon bureau, il y a eu
plus de 5 coupures. Dans la journée? Dans la journée. Déjà entre 10h et 15h, il y a eu successivement, il y a eu beaucoup de coupures. Et le soir, on ne pouvait pas imaginer, mais chaque fois qu'il y avait coupure, le groupe démarrait. Donc pendant que nous avons fini de voter, je crois, on a fini de voter, et pratiquement, je crois que c'est le dernier ou à l'avant-dernier qui était en train de mettre son bulletin dans les urnes, il y a eu coupure d'électricité. Et quand il y a eu cette coupure d'électricité, on a tous allumé nos torches sur nos lampes les téléphones portables. Même sur les scrutateurs qui étaient devant ont allumé pour que personne ne vienne prendre les lunes, disparaître ou tout ça. Et les agents de sécurité du palais ont bien gardé l'entrée pour que personne ne fasse intrusion. Parce qu'on n'est pas en sécurité dans ce cas. Et il y avait la lumière donc des téléphones portables. Il y avait la lumière, mais c'est juste pour quelques secondes. Juste pour quelques secondes et le groupe a démarré. Quand le groupe a démarré, nous avons tous été encore nos torches. Et cela s'est passé, je crois, et c'est là qu'il y a eu beaucoup d'échauffourées dans l'hémicycle. Et on dit non, pourquoi on a fait le coupure de courant? On leur dit, mais coupure de courant, qui maîtrise ça? Et le groupe a pris. Si il y avait eu la coupure et que le groupe n'avait pas pris, on peut encore comprendre. Mais le groupe a repris, a pris le relais. Donc au bout de quelques secondes, le groupe a pris et nous avons continué normalement. Et on a fait le dépouillement. Il y a eu un autre incident pendant le dépouillement, c'est que les pictogrammes qui servent à décompter, le scrutateur qui mettait les pictogrammes, bien marqué les pictogrammes. Lorsqu'on dit un, il fait un trait. Il fait l'autre. Jusqu'à quand 4, il finit le carré, il met un pour barrer au milieu. Et il a fini, il a bien fini les pictogrammes, il a bien décompté les pictogrammes de la majorité, ça fait 90. Mais en bas, il avait 3 carrés bien remplis et un carré qui n'avait pas de trait au milieu. Ça fait 3 carrés bien remplis, ça fait 15, plus et l'autre, carré ça non fait rempli. 4. Ça fait 4. Ça fait 19. Mais au lieu d'écrire 19, lui, il met 18. Donc, il a sûrement mal décompté, il met 18. Et c'est là qu'un député de l'opposition, au lieu de lui faire remarquer qu'il a mal décompté, dit « Ah, il y a tripatouillage, que le nombre 18 plus 90, ça fait 108 et qu'il manque une voix. » C'est là que le scrutateur se rend compte pour dire « Mais regardez, non, c'est vrai, c'est pas 18, c'est 19 puisque ici c'est 4. » Et là, il barre et il remet 19. Et bien tout ça a été interprété autrement. Et vraiment, moi je dis que les Béninois sont très fertiles en imagination. La moindre petite erreur est interprétée et réinterprétée à sa manière. Donc il n'y a pas eu des fourmis qui ont travaillé des voix? Non, rien. Dans l'obscurité? Il n'y a rien. Vous savez, on est à l'ère du numérique. Et puis, on a encore les images. Et les téléphones qui étaient dedans servaient à filmer aussi tout ce qui se passait. S'il y avait eu tripatouillage, vous auriez vu des images circuler partout. Ah, telle personne est allée faire bourrage d'une. On est allé jusqu'à dire qu'on a remplacé l'une. Si on remplace l'une, les téléphones là qui étaient allumés n'allaient pas voir ça et filmer? Non, quand même, c'est pas vrai. Alors, c'est combien de périodes le vote a fait? Parce que à un moment donné, le président de l'Assemblée nationale demandait à ce qu'on reporte au lundi. Des voix se sont levées contre, non? Non. Il y a eu le vote pour la révision de la Constitution se fait en 2 étapes. Il y a le vote sur la recevabilité du projet d'abord. Et la recevabilité, ça doit être acquis si les 3/4 du Parlement votent pour, c'est-à-dire 82 députés. Nous étions 81, il y avait 6 non inscrits. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. On a eu 87 voix et 22 contre. Une fois encore là, rien ne prouve que les 22 sont tous de l'opposition et que les 87 sont tous de la majorité présidentielle. Et c'est après ce vote parce que dans la mouvance, il y avait des voix qui se levaient quand même en douceur. Non, d'une manière ou d'une autre. Non, je ne vais pas. Il ne faut pas accuser faussement les gens. D'accord. Il ne faut pas accuser faussement les gens. Je n'ai entendu aucune voix cette fois-ci, contrairement à la proposition de 2024 où nos collègues ont voté contre la proposition du collègue Hassan Seibou. Cette fois-ci, je n'ai vu aucune voix se lever. Au contraire, tout le monde a salué pratiquement
En tout cas, tous ceux qui ont parlé ont salué le projet. Peut-être que des gens qui n'ont pas parlé avaient autre chose dans leur cœur. Et donc, une fois que la recevabilité est passée, la commission est invitée à aller faire son travail de nettoyage, de réception des amendements et de revenir. Et c'est là le président de l'Assemblée demande s'il faut reporter à la séance pour permettre à la commission de faire son travail avant qu'on ne revienne le lundi pour continuer. Mais le président de la commission a estimé que le test n'était pas long et que les amendements qu'il a reçus n'étaient pas nombreux et que si on lui donnait 1 heure, il allait pouvoir réunir ses collègues, étudier les amendements et voir ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut mettre. Finalement, ils ont fait plus de 2 heures. Dans la commission, puisque j'étais aussi participé aux travaux, on a fait plus de 2 heures. On a fait plus de 2 heures avant de pouvoir finir ce travail. Et c'est quand on a fini ce travail qu'on est revenu en salle pour le second vote. Donc, parler de report, ce n'est pas illégal. On peut commencer un travail et reporter. On a toujours fait comme ça. On commence, il y a des textes de loi qu'on étudie en plusieurs fois. On peut étudier le texte de loi jusqu'au tiers et revenir après une autre séance plénière, continuer et revenir après pour finir ainsi de suite. Ici, le président n'a fait que demander s'il faut reporter. Surtout, il a demandé juste l'avis. Il a demandé l'avis. Et surtout, quand il a vu que certains s'agitaient dans la salle. Il y a certains qui s'agitaient dans la salle, et comme si, c'était quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et il s'agitait, et le président, à un moment donné, était exaspéré. Il dit, si vous continuez, je vais reporter la séance à lundi. Et puis, en plus, si vous continuez, je peux vous faire sortir de la salle. Pour ceux qui s'agitent, parce que le règlement intérieur permet de faire sortir de force un député si le député est décidé à troubler la séance. Donc, ce n'était pas une menace de dire je vais reporter. Il demandait à la commission s'il fallait reporter pour leur permettre de prendre plus de temps, et le président de la commission a estimé qu'il pouvait faire le travail en même temps. Est-ce qu'on peut dire que le vote s'est déroulé le vendredi 14 novembre ou le samedi 15 novembre? C'est le vendredi 14 novembre. Parce que nous, on a l'horloge parlementaire. Là. Non, l'horloge parlementaire, c'est ça que nous on suit. Et jusqu'au moment où nous sortions, la séance était bouclée, on n'avait pas dépassé 0 heure. Donc, nous avons voté le vendredi 14. Et ça fait partie de nos usages. Vous savez bien qu'en tant que journaliste, il vous est arrivé d'assister à des séances qui vont jusqu'à très tard, mais ça ne dépasse jamais 0 heure. Tout à fait. Sur l'horloge parlementaire. Et tant que l'horloge parlementaire n'a pas dépassé 0 heure, nous sommes toujours dans la même journée. Alors, parlez-nous de prolongation des mandats pour les communales, les législatives et bien sûr la présidentielle. Voilà. Pourquoi avoir pris cette option? Oui, vous savez, au début de cette émission, je vous disais que l'objectif de cette révision constitutionnelle, c'est d'amener plus de stabilité, plus de consensus pour aller au développement. Parce que les investisseurs, aussi bien nationaux que étrangers, préfèrent aller vers des pays où il y a une prévisibilité. On peut voir au moins, on peut prévoir les choses à un certain terme. Les gens sont plutôt frileux d'aller dans des pays où tout change à tout moment, où il y a l'instabilité politique. C'est-à-dire qu'il y a des élections à tout moment, où les dirigeants changent, où les décisions politiques changent. Personne ne veut aller investir dans ces conditions. Et lorsque l'on sent qu'il y a plus de visibilité à terme, on est encouragé à venir. C'est pour encourager cela toujours que les collègues, pendant les amendements, ont proposé que on profite pour faire des mandats de 7 ans. Et ça donne la main à un président élu de travailler vraiment pour ce pays. Imaginez ce que le président Talon a fait en 2 mandats de 5 ans. S'il avait eu 2 mandats de 7 ans, on aurait eu encore mieux. C'est pour donner plus de chances de développement à ce pays et limiter les périodes où on consacre du temps à la politique afin de pouvoir nous consacrer davantage aux tâches de développement que cet amendement a été fait et accepté par les députés. Allons-nous vers un Bénin sans, vous savez avant que nous n'en arrivions à votre question, comme il y a l'année électorale qui est créée, lorsque le mandat du président est de 7 ans, il faut que
celui des députés et celui des conseillers communaux soit sur la même durée pour que l'année électorale ne soit pas faussée. Pour une harmonisation. Pour une harmonisation.